Alors, pour le lab, je vais... en fait, on a besoin de lancer quelques commandes sur notre machine Kali. Parce qu'en fait, le lab, ça porte sur un exécutable Windows 32 bits. Et évidemment, on ne peut pas exécuter d'exécutable Windows 32 bits a priori sur Linux Kali natif. Il faut ajouter un programme qui s'appelle Wine, qui est un émulateur de Windows qui permet d'exécuter des programmes Windows. Et pour ça, il faut dire à Kali qu'il doit accepter les programmes qui sont faits pour l'architecture 386, i386. Donc, on a 4 commandes à lancer tout d'abord. Un prérequis aussi, c'est que vous ayez, dans le fichier zip du lab que je vous ai envoyé, il y a un programme qui s'appelle Immunity Debugger Installer. Il faut que vous le téléchargiez sur votre Linux. Donc, vous voyez, il est ici. Ça, on va devoir installer ce programme-là. C'est un programme Windows qui sert à débugger, un peu comme GDB, comme on l'utilisait. Mais c'est ça, c'est un programme Windows qui fait un peu la même chose que GDB. Donc, première chose qu'on va faire, c'est installer Wine. Et pour ça, on a besoin déjà dans un premier temps de dire à Kali qui a besoin d'accepter les paquets logiciels pour l'architecture 32 bits. Donc, sudo dpkg add architecture i386. Voilà. Ensuite, sudo apt update. Parce que là, on a une bonne mise à jour à faire. Il y a beaucoup de paquets 32 bits qui vont être ajoutés. Donc, on attend un peu. OK, lorsque c'est terminé, on va installer notre émulateur Wine. Donc, sudo apt install Wine. Et là, il y a à peu près 1 gig à télécharger, donc ça va prendre quelques minutes. OK, lorsque l'installation de Wine est terminée, on va utiliser Wine pour installer le débugger Immunity qu'on a téléchargé. Donc, Wine Immunity Installer. Attention, utilisez bien le nom de l'exécutable que vous avez téléchargé dans les notes de cours. C'est pas exactement le même nom. Donc, si vous essayez d'installer un programme qui n'existe pas, il ne s'installera pas. Voilà. Et c'est pas Win, c'est Wine. Et ne le faites pas comme sudo. Hein, c'est vraiment l'utilisateur Kali qui l'installe. OK, donc en fait, Wine a besoin de Python 2.7. Donc, oui, dans Kali, il y a déjà Python, mais là, c'est le Python pour Windows qui doit installer. Donc, il nous demande est-ce que je dois l'installer après l'installation de Immunity. Oui, on clique sur Yes. On fait Accept ici, Next, Install. En fait, en gros, c'est une installation typique où on fait Yes, 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 suivant, suivant, et ainsi de suite. Voilà, on installe pour tout le monde. Donc, suivant, suivant, next, et c'est parti. OK, donc lorsque c'est installé, vous aurez une petite icône qui aura été créée sur votre bureau dans Kali. OK, maintenant, je vais commencer tout de suite à l'étape 2 du lab. OK, je vais pas faire toute la partie préalable où on recherche le serveur et l'exécutable associé. Donc, on va lancer l'exécutable BrainPan. Là, normalement, c'est ça, il faut le trouver sur le serveur. Là, ici, je l'ai déjà téléchargé, brainpan.exec. Donc, on va le tester, on va regarder comment ça marche, ce programme-là.
En fait, c'est un programme qui ouvre un port, le port 9999, et qui écoute sur ce port-là. Donc, essayons ça ici. On va avoir besoin d'un deuxième invite de commande. Voilà. OK. On lance donc BrainPan avec Wine. Parce que c'est un exécutable. Donc voilà. OK. Donc là, ça nous dit ce que ça fait. Il a ouvert le port 9999 et il attend les connexions. Donc, on va se connecter avec le programme Netcat NC 127.0.0.1 999. Voilà, au port 9999. Donc là, ici, on voit entrer le mot de passe, on rentre n'importe quoi, accès refusé. On est dans une situation où en fait, ça ressemble à ce qu'on a fait dans GDB, hein, la chaîne de caractères qu'on va entrer ici. Éventuellement, pour tester s'il y a un overflow possible, il faut vraiment entrer plein de caractères jusqu'à temps que ça fasse planter le programme. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que de taper ces caractères-là à la main, on va se faire un petit programme en Python qui va automatiser ça. Quand on va lancer le programme, il va balancer une chaîne de caractères de notre confection plutôt que d'avoir à taper cette chaîne de caractères-là à la main. Donc, le programme, il est dans les notes de cours. On va le copier et le coller dans un éditeur de texte ici. Je vais avoir plein d'ajustements à faire pour que les tabulations soient aux bonnes places, parce que sinon Python n'aimera pas ça. Donc, OK. Buffer, try, ici il y a un tab, ici il y a un tab. OK. Voilà. Donc, ça devrait ressembler à ça. On va le sauvegarder. On va appeler ça bof.py. Là, évidemment, le programme, il roule localement. Quand je l'exécute, il est local. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est l'adresse, ça va être 127.0.0.1. Le port, ça va être 9999. Maintenant, ici, on va faire un peu la même chose qu'on avait fait avec GDB. Donc, on est en Python, on n'a pas besoin de mettre Python-C, on fait juste mettre l'instruction directement ici. On va faire x multiplié par 100, par exemple. Puis on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on exécute ce code-là. Qu'est-ce qu'il fait ce code-là? En fait, il ouvre un port, il essaie de se connecter à une adresse et un port, recevoir éventuellement les données qui lui sont envoyées, puis ensuite envoyer le contenu d'une variable qui s'appelle buffer. Et buffer, c'est la variable ici. Et là, on dit que buffer contient 100 fois le caractère X. Parfait. Donc, ce programme-là, tout au long du lab, on va s'en servir, on va le modifier. En fait, on va modifier ça principalement selon ce qu'on trouve sur... en fait, selon comment on voit comment notre exécutable réagit. Alors, Python bof.py. Donc, envoi de données, le programme roule toujours. Alors, il semblerait qu'il n'est pas planté. Alors, on va essayer avec 1000. Est-ce que ça va être trop? On lance le programme. Oui, un bug. Bon, là, alors ici, c'est Wine qui nous envoie cette petite fenêtre d'information. Si on regarde les détails, vous voyez que il nous montre la pile, à quoi elle ressemble lorsque le programme a planté. On voit qu'il y a beaucoup de X qui sont écrits là-dedans. On a les pointeurs ici. Le pointeur de pile, SP. Contrairement à ce qu'on avait à GDB, c'est pas RSP ou RIP, c'est ESP ou EIP. Et là, on a quand même certaines informations. On va pas utiliser ça. On va utiliser le débugger Immunity pour
pour analyser ce qui se passe, mais bon, à la limite, on pourrait presque utiliser ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'à 1000x, il plante. OK. Là, il faut trouver à quel endroit à peu près, là, à plus ou moins 50 caractères, il va planter. Donc, on relance BrainPan. On va mettre 500. Voilà. On sait qu'à 1000, il plante et à 100, il ne plante pas. On va ici à 500 voir. Donc, on met 500, on sauvegarde, on relance. À 500, il ne plante pas. OK. On va essayer une valeur entre 500 et 1000, 750. Il plante à 750. On met ça, on sauvegarde, on relance. Oui, il plante à 750. On va le relancer. On va descendre un peu. Allons à 600. Voilà. Est-ce qu'il plante à 600? Oui. Donc, c'est quelque part entre 500 et 600 qu'il va planter. À 500, ça se passe bien. À 550, est-ce que ça se passe bien? On relance BrainPan. Il écoute. On lance notre programme. Il plante à 550. Donc, on cherchait à peu près une marge de 50. Là. Donc, on l'a trouvé. On sait que c'est quelque part entre 500 et 550 que notre programme plante. OK. On va le mettre à 500 ici parce qu'on sait qu'à 500, ça va. Puis, ce qu'on va faire, c'est rajouter des caractères ici à la main pour compter à quel moment précisément ça plante. On pourrait faire 550, tester, ensuite 549, tester, 548, tester, puis oups, à un moment donné, on va arriver à un moment où le programme plante, mais ça pourrait être long de le faire, d'exécuter le programme 50 fois. Fait qu'une des techniques qu'on peut utiliser, ça va être de prendre une chaîne de caractères comme celle qu'il y a dans les notes de cours. OK. Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voyez que la chaîne de caractères ici, elle ne se répète pas. Okay? C'est tous des caractères différents. 500 plus toute cette chaîne de caractères-là. Si notre programme plante, et qu'au moment où il plante, on est capable d'aller lire ce qu'il y a en mémoire, si on lit par exemple FGHI, on va dire OK, ça déborde à FGHI, donc tout ce qui est avant, ça ne déborde pas. Donc on dit 500 plus 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça veut dire que notre buffer est de 515. Au-delà de 515, on déborde. Et si au contraire, ben, on a 5, 6, 7, 8, qu'on voit qui déborde, ben, ce que ça veut dire, c'est que notre buffer, il fait 500 plus 5 caractères, 505 caractères. Donc, en fait, ça, c'est juste un truc, cette longue chaîne de caractères-là, c'est juste un truc pour voir un petit peu plus rapidement à quel endroit est-ce qu'on va déborder, plutôt que de le faire un caractère à la fois. Donc, ah oui, mais attendez, là, ce qu'il faudrait faire, ce serait plutôt lancer ça dans notre debugger, parce que là, pour l'instant, on est encore à un état où on travaille sur la ligne de commande, mais là, on commence à avoir besoin du debugger. Donc, on va effacer ça. On va utiliser la chaîne de caractères, mais dans un autre contexte. Là, on va commencer à sortir de la ligne de commande. Là. On ne va pas lancer BrainPan sur la ligne de commande ici. On va le lancer dans notre debugger Immunity. Comme ça, ça va nous permettre de voir ce qui se passe dans la mémoire. Et justement, quel pointeur contient des valeurs qui sont injectées, qu'on fait exprès déborder. Donc, on lance le debugger Immunity. Et on va aller ouvrir, en faisant File Open, notre fichier BrainPan exec. Autrement dit, plutôt que de l'exécuter sur la ligne de commande, ben on l'exécute à travers le debugger. Exactement comme on a fait
avec les programmes BO1 et BO2 dans GDB. La même chose. OK. Là, bien important ici, la fenêtre qui vient de popper, on la réduit. On ne la ferme pas. On ne l'interrompt pas, on fait juste la réduire, la minimiser. Là, c'est microscopique, là, ce qui est écrit. Ça fait que si vous voulez un peu mieux voir, vous allez dans... Vous faites un right-click sur n'importe quelle fenêtre. Cliquez à droite. Apparence, Font, All. Et là, choisissez, par exemple, Font 7. C'est un petit peu plus lisible. Qu'est-ce qu'on a ici au juste? Dans la fenêtre de gauche, c'est toutes les instructions dans l'exécutable. Dans le fichier exécutable lui-même, c'est du code machine. Le code machine, c'est des instructions qui sont stockées sur 64 bits. Les instructions, elles sont dans la colonne ici. À gauche, c'est les adresses mémoire où ces instructions-là se trouvent. Ces instructions-là, ça peut être traduit dans un format un petit peu plus lisible pour un humain, dans des instructions comme ça, qui sont les instructions qui correspondent au langage assembleur pour l'architecture 32 bits Windows. Donc, push EBP, ben, ça se traduit par l'instruction 55. Move EBP ESP, ça se traduit par l'instruction 89 E5 en hexadécimal. Donc, tout ça, c'est des choses, des instructions qui sont envoyées au CPU. Et c'est notre programme exécutable. Juste un bout du programme exécutable. Là, on a mis en mémoire BrainPad. Vous voyez dans le bas, en bas à droite, en fait, qu'il est à pause. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le lancer en faisant play ici. Voilà. Et là, vous voyez, en bas, ça dit qu'il roule. Maintenant qu'il roule, ben, il roule exactement comme lorsqu'il roulait à la ligne de commande. Il a ouvert le port 9999 et il attend qu'on lui envoie une connexion. Donc, c'est ce qu'on va faire avec notre programme Python, comme tout à l'heure. On lance comme ceci. Ça envoie les données. Notre programme va très bien. Il n'y a pas eu d'erreur parce que, évidemment, ben, on a envoyé 500X et ça passe très bien. Donc, on va réessayer avec une valeur qui déborde, 550. On retourne ici, dans notre terminal. On relance notre script Python. Et là, vous voyez, le programme s'interrompt. Il y a une erreur, vous le voyez. En fait, ça ne sera pas affiché, mais si on fait play, ben là, ça va nous dire qu'il va y avoir une erreur. Puis là, vous voyez que ça ici, EIP, c'est le pointeur d'instruction. C'est la valeur qui correspond à la valeur de retour de fonction. C'est dans ce pointeur-là que va être stocké la variable, que va être stocké l'adresse mémoire où on va retourner lorsqu'on a fini la fonction. Puis là, ben, vous voyez que ça contient 78, 78, 78, 78, donc que des X. Donc, on a effectivement débordé là-dessus. Donc, on sait qu'on peut déborder sur EIP. On sait qu'éventuellement, on peut écrire quelque chose dans EIP. Et ce qu'on voudrait écrire dans EIP, c'est une adresse mémoire où se trouve du code qu'on veut faire exécuter. OK. Là, la question, c'est, dans EIP, il y a XXX, X, mais c'est à quel moment qu'on déborde exactement? Hein, les XXXX qu'il y a là, est-ce que c'est le 530e X ou si c'est le 540e X? On a besoin de savoir, elle est où la limite à partir de laquelle on déborde. Fait que c'est là qu'on va utiliser notre chaîne de caractères de tout à l'heure. Quand je prends cette chaîne de caractères-là, je fais plus et je l'affiche. Bien là, quand on va regarder tout à l'heure, ici, dans EIP, si on voit les valeurs hexadécimales de IJKL minuscule, bien on va pouvoir dire, ah, parfait, si IJKL, c'est ce qui a débordé
dans le pointeur d'instruction. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui déborde pas, c'est tout ce qui vient avant. Puis là, ça va nous permettre de savoir que le buffer, il est de 500 plus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 518. Ici, il y a 18 caractères. Donc, essayons ça. Là, il ne faut pas mettre 550, il faut mettre 500. Okay. Et là, on le fait planter volontairement, encore une fois, pour voir quelles sont les valeurs hexadécimales ici. Là, notre programme, il est planté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le réexécuter, puis pour ça, on clique sur le bouton Rewind ici. Voilà, yes. C'est reparti. On réduit la fenêtre encore. On fait play. On retourne ici et on réexécute notre programme. Et là, qu'est-ce qu'on a comme pointeur d'instruction? On a 72, 71, 70, 6F. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir dans notre table ASCII. À quoi ça correspond 72? Tiens, on les a ici. 72, 71, 70, 6F. Ça correspond à quoi? RQPO. Donc, ce que ça signifie, c'est que ces 4 caractères-là, et donc que tout ce qui vient avant, ça ne déborde pas. Okay? Combien il y a de caractères ici? Il y en a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. OK? Donc, 524, c'est la taille de notre buffer. Tout ce qui dépasse 524 va déborder, comme on a pu le voir ici. On va le vérifier. OK? Comment on va vérifier ça? On va dire, mets-moi 524x, puis ensuite, juste pour voir, 4A majuscule. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va exécuter notre programme, il devrait arriver à la limite du débordement ici, puis quand il va déborder, ce qui va déborder, et conséquemment ce qui va être écrit dans le pointeur d'instruction, ça va être AAAA. 4A, ça correspond à quoi en hexadécimal? On va voir ça. Ça devrait correspondre à 41, 41, 41, 41. Et la valeur hexa de A majuscule, c'est 41. Est-ce que c'est bien ça qu'on obtient? Si on a bien fait nos calculs, ça devrait être ça qu'on va avoir. Donc, notre programme est sauvegardé. On relance l'exécution de notre exécutable. Play ici. Voilà. Pouf, on relance. Et là, effectivement, dans mon pointeur d'instruction, j'ai 41, 41, 41, 41. Mes 4 A majuscules. Donc, ce que ça signifie, c'est que j'ai bien visé. C'est effectivement 524, la taille du buffer. Et au-delà de ça, je déborde. Donc, ce que ça signifie, c'est que moi, je veux remplacer ça, les 4A, par une adresse mémoire à laquelle je vais mettre du code. Dans l'adresse, je vais mettre du code dans une adresse et l'adresse où le code commence, ce sera l'adresse que je vais mettre ici à la place de AAAA. Comme ça, lorsque mon programme va retourner de sa fonction, il va regarder EIP pour se demander OK, où est-ce que je vais maintenant pour continuer l'exécution du programme? Il va lire une adresse. Cette adresse-là va l'amener quelque part dans la mémoire. Et à ce quelque part-là, il y aura le programme que moi je lui ai dit d'exécuter. Ou du moins, c'est la théorie. Parce que dans les faits, dans la pile, on n'est pas toujours sûr que la pile va être toujours au même endroit, en fait. Si on veut injecter
En fait, ce qu'on voudrait, c'est injecter le code après le pointeur d'instruction. Dans notre pile, on a, si on se souvient bien, le contenu de la variable buffer, ensuite le pointeur d'instruction, et quand on va sortir de la fonction, le pointeur d'instruction et le contenu de buffer vont être ôtés de la pile, puis le dessus de la pile va se retrouver juste à l'endroit où se trouve ce qu'il y avait en dessous de buffer et du pointeur d'instruction. Et moi, je veux mettre le shellcode à cet endroit-là, précisément. C'est un endroit où je peux écrire. Si je déborde, je peux déborder loin au-delà du pointeur d'instruction. Je peux déborder, si je fais ça par exemple, là j'ai le buffer qui est là. Ici, c'est le pointeur d'instruction. OK, j'ai mis AAA qui est allé s'inscrire dans le pointeur d'instruction. Mais au-delà de ça, il y a une grosse zone mémoire où je peux ajouter du code. Si je continue de déborder ici, puis que je mets A, B, C, D, E, F, ça va déborder au-delà du pointeur d'instruction, plus loin dans la pile encore. Fait que moi, je vais mettre mon shellcode ici. Cet endroit-là, lorsque on va être sorti de la fonction et qu'on va avoir enlevé le pointeur d'instruction et la variable buffer de la pile, cet endroit-là, ça va correspondre au pointeur de pile, parce que la pile, elle va être à cet endroit-là. Elle va être rendue à cet endroit-là. Le pointeur de pile qui est là, on peut, en fait, ce qu'on veut, c'est mettre ici, dans cette variable-là, l'adresse du pointeur de pile au moment où on arrive à la sortie de la fonction dans le programme. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où sera ce pointeur de pile-là. C'est difficile de trouver l'adresse absolue du pointeur de pile tant qu'on n'a pas exécuté le programme. Fait qu'on va essayer un petit truc, en fait. Il y a une instruction, dans bien des programmes, il est très possible d'avoir une instruction qui est jump ESP. Si je remets dans les notes de cours ici, jump ESP, c'est une instruction machine qui dit, en fait, au programme, va là où se trouve ESP, peu importe c'est où. Et donc, dans le code machine, regardez ici. Voilà. Dans le code machine qu'il y a ici, il y a peut-être des endroits, parmi toutes les instructions qui sont dans le programme, il y a peut-être un jump ESP quelque part. Il y a un jump ECX ici, jump ECX ici, jump brainpan, machin. Peut-être qu'il y a un jump ESP à quelque part, puis que nous, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, où est-ce qu'elle est? À quelle adresse se trouve cette instruction-là? Et spécifier, en fait, à notre programme d'aller à cette adresse-là lorsque il va être rendu au pointeur d'instruction. Autrement dit, quand il va être au pointeur d'instruction, on l'envoie à une instruction qui dit jump ESP, et ça va l'envoyer à ESP, qui est le pointeur de pile. Puis notre code, on va le mettre exactement à cet endroit-là. OK. Comment on fait pour trouver s'il y a une instruction qui est jump ESP quelque part dans notre code? On peut faire une recherche. Donc, clic à droite, search for, et là on a all commands in all modules. Et on tape l'instruction qu'on recherche, jump ESP. On va grossir ça un peu. Donc, il y a un jump ESP à l'adresse que vous voyez ici, 31 17 12 F3. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on remplace... Attendez, donc, tout d'abord, chose importante, on va mettre un breakpoint là-dessus, un point d'arrêt. OK, très important. Comme ça, on va voir à quel endroit le programme va s'arrêter, en fait, quand on va arriver à cet endroit-là. Voilà. Donc, lorsque vous l'activez, ça se met en rouge. OK.
Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut remplacer les 4A qu'il y a ici par l'adresse de l'instruction jump ESP. Donc, il va falloir la remplacer à l'envers et la mettre en hexadécimal. Là, actuellement, l'adresse, c'est 31 17 12 F3. Alors, il faut mettre ça à l'envers et le spécifier en hexadécimal. Donc, /x F3, /x 12, /x 17 et /x 31. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer exactement? On va sauvegarder. On a mis un point d'arrêt, ça fait que ça va s'arrêter au bon endroit. On retourne ici. On exécute. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a notre programme qui a arrêté à l'instruction jump ESP. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a débordé et à l'endroit où on déborde, on met l'adresse de l'instruction jump ESP. Alors là, quand on déborde, notre programme va aller lire là où on déborde, en fait, ce qui est écrit ici. On va l'écrire dans le pointeur d'instruction. Donc, le programme va aller exécuter automatiquement ce qu'il y a dans le pointeur d'instruction. Donc, il va à cette adresse-là. Qu'est-ce qu'il trouve à cette adresse-là? Jump ESP. Donc, automatiquement, après, il va aller là où se trouve ESP, le pointeur de pile. Puis nous, ce qu'il va falloir faire maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à l'endroit où se trouve le pointeur de pile, donc sur le dessus de la pile, il faut mettre le code qu'on veut qu'il s'exécute. Le code qu'on veut qu'il s'exécute, c'est un shell inversé. On veut ouvrir un shell à partir de notre exécutable vulnérable vers nous. Parce que ça, on n'oublie pas, hein, ce programme-là, il est censé rouler sur un serveur à distance. On veut avoir un shell sur ce serveur-là à distance, donc on injecte du code de la façon qu'on voit maintenant pour que le programme, sur le serveur à distance, ouvre un shell vers notre Kali. Donc jusqu'ici, tout va bien. Dans EIP, quand on a débordé, on a mis l'adresse de l'instruction jump ESP. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est on a besoin de générer. On est rendu à l'endroit où on doit injecter du code, du shellcode, en fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est la dernière fois, le shellcode, on est allé le chercher sur un site web, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer avec un utilitaire qui s'appelle msfvenom. Donc, la commande, elle est dans les notes de cours. Attendez un peu. OK, on va le faire ici. Voilà. La commande est dans les notes de cours. msfvenom, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend un programme et ça génère du shellcode en fonction d'une certaine architecture et formaté d'une certaine façon. Là, nous, ce qu'on veut, c'est créer un shellcode qui génère un shell inversé pour une architecture 32 bits et on veut injecter ça grâce à un programme en Python. Alors, la commande qui se trouve dans les notes de cours est la suivante. msfvenom et p Linux, ça c'est quoi le programme qu'on veut transformer en shellcode. Donc Linux x86, donc architecture 32 bits, 386, shell reverse TCP. Ensuite, lhost. Alors, lhost, c'est quoi? C'est l'hôte local. Ce code-là, on veut qu'il génère un shell inversé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce code-là va devoir connaître l'adresse IP de notre Kali. L'adresse IP de mon Kali, c'est 229.135, donc 192.168.229.135. Il faut lui spécifier aussi un port.
Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre programme est ici. On va relancer notre exécutable. Voilà. Oups, attendez. Ah non, c'est vrai, je ne peux pas le relancer par ici. Je vais le relancer à partir de Immunity. OK. On fait play. On va ici. On lance notre programme. Vous avez remarqué qu'il ne plante pas. OK. Parce qu'on a un programme exécutable. Cependant, attends, j'ai oublié quelque chose de très très important. On va recommencer ça. Voilà. On fait play. Évidemment, là, comme on veut ouvrir un shell inversé, ben, il va nous falloir avoir quelque chose qui écoute. Donc, NCLP444. Donc, Net4, on ouvre un port et on écoute à 444, puisque c'est le port qu'on avait dit qu'on devrait ouvrir dans le shellcode. Donc, voilà. Le programme s'exécute, mais je ne mettrai pas n'importe quoi, je vais mettre une commande de shell, ls, il ne se passe rien. Bon, c'est normal qu'il ne se passe rien. La raison est que la pile, en fait, ça bouge quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la pile qu'on ne contrôle pas, évidemment. Là, on a essayé de déduire un peu ce qui se passait. On a réussi quand même à écrire des adresses dans le pointeur d'instruction, mais au final, là, on écrit donc l'adresse de jump ESP dans le pointeur d'instruction. Donc là, notre programme va s'exécuter, va aller lire jump ESP, va retourner au SP, au pointeur de pile. Sauf que le pointeur de pile, ça se pourrait très bien qu'il ne soit pas exactement tout de suite après le pointeur d'instruction. Puis nous, dans notre shellcode, on a inséré le shellcode immédiatement après le pointeur d'instruction, mais ça se peut qu'il arrive un peu après. Et si le pointeur d'instruction, si le pointeur de pile pointe à un endroit qui ne correspond pas exactement au début du shellcode, ben, on n'aura pas notre shell inversé. Donc, ce qu'on va faire, c'est insérer entre ceci, notre shellcode, qui contient ça, okay, et notre pointeur ici, on va insérer comme une série d'instructions nulles qui vont juste faire une zone un peu vide dans notre mémoire, une zone vide, et lorsque, après cette instruction-là, on va aller dans cette zone vide-là, automatiquement, le pointeur va exécuter toutes les instructions vides jusqu'à temps d'arriver dans le buffer, dans le shellcode. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est simplement pour, étant donné qu'on n'est pas capable de viser très précisément où va se trouver le pointeur de pile, ben on met juste une bonne quantité d'instructions nulles en supposant que le pointeur va être quelque part là-dedans, dans cette espèce de marge-là, et automatiquement, ben, il va se diriger vers le début de notre shellcode parce qu'il n'y a rien à exécuter avant. Okay. Donc, on appelle ça, dans le jargon, l'instruction nulle, c'est NOP. Alors, on va appeler ça NOPS. Et NOPS va contenir l'instruction en hexadécimal nulle, c'est \x90. Et là, on va se faire juste une marge. On ne va pas juste faire une instruction nulle, on va en faire plusieurs. Donc, multiplié par 16. Donc, on va avoir une marge de 16 octets où le pointeur de pile peut arriver approximativement. Donc, il va taper dans cette marge-là et ensuite, il va automatiquement poursuivre jusqu'à temps d'arriver à notre shellcode. Donc, NOPS plus BOF. OK. Alors, recommençons. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. On vient ici, on redémarre le programme. Voilà. Play. On lance. Et est-ce que j'avais démarré mon shell inversé? Non. On va recommencer ça.
pas mon shell inversé, mais mon netcat pour écouter. OK, netcat, on écoute, on recommence. On fait play. Voilà. On lance notre programme Python avec les nops et le shellcode. Voilà. On revient ici. Est-ce que j'ai un shell ls? Non. Ah, mais la raison est bien simple, oui, c'est que j'ai toujours mon point d'arrêt. J'ai toujours un breakpoint ici, c'est sûr que là, j'ai pas encore le shell parce que mon programme est arrêté à l'endroit où j'ai mis un breakpoint. Si je fais play, je vais poursuivre après le breakpoint. Et là, si je retourne ensuite, ici, ben là, vous voyez que, visiblement, j'ai mon shell inversé. Si je fais PWD pour savoir dans quel répertoire je suis dans Home Kali, LS, je suis dans mon répertoire. Le répertoire où se trouve BrainPan. Si je fais ID, ben j'ai les groupes dont je fais partie. Hein. UMI, Kali. Donc, mon shell inversé, il a marché, visiblement. Ce que ça signifie, c'est que ici, mon exploitation, elle est bien faite. Si j'ai réussi à exploiter correctement et à obtenir un shell inversé sur brainpan.exec local, ben, il n'y a absolument rien qui dit que ça ne marchera pas si j'essaye exactement le même programme sur BrainPan, mais celui qui roule sur le serveur. Alors, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va essayer ça. Donc, pour faire ça, c'est pas très compliqué. On a simplement besoin de connaître l'adresse IP de notre VM BrainPan, la mettre ici. Dans mon cas, c'était 192.168.229.139. Voilà. Donc, en lançant ce script-là, ben, on va se connecter sur la machine qui est ici, de la même façon qu'on le fait localement. Mais là, on va envoyer notre exploitation sur l'exécutable BrainPan qui roule sur la VM. Donc, essayons ça tout de suite. On relance Netcat. Ensuite, on relance notre programme. Et là, est-ce qu'on a... Oui, on a un shell de l'autre côté. Si je fais Who am I, l'utilisateur c'est POC. Et si je fais dans quel répertoire suis-je, je suis dans Home POC. Et donc, ben voilà, on a notre shell inversé. On a réussi à faire notre exploit sur la machine distante.